Paul VI, que le secrétaire général des Nations Unies, M. Tante, accueillait à l'aéroport Kennedy, avait dit en quittant Rome « Le monde attend, le monde exige la paix ». C'est en pèlerin de la paix, en effet, que le souverain pontife avait voulu effectuer la première visite qu'un pape ait jamais faite à l'Organisation des Nations Unies. Cette visite était aussi la première qu'un pape faisait au Nouveau Monde. Et 5 millions de New-Yorkais se sont pressés sur le parcours qu'a suivi Paul VI à travers la première ville américaine jusqu'à la cathédrale Saint-Patrick. Dans la grande nef, 3500 fidèles reçurent la bénédiction du Saint-Père. Puis, bien que les États-Unis et le Vatican n'aient pas de relations diplomatiques, ce fut au Waldorf Astoria la rencontre avec le président Johnson pour un entretien de 50 minutes. Un entretien qui porta, le président Johnson le précisa lui-même, sur tous les problèmes qui troublent la paix du monde. Le moment capital de cette journée approchait. Paul VI se rendait au palais de l'ONU où, devant 116 délégations, il allait adresser, en français, son message. Solennelle ratification de cette haute institution, ce message où le pape demanda d'appeler au pacte de fraternité ceux qui ne le partagent pas encore, comportait un vibrant appel à la paix. Jamais plus les uns contre les autres. Jamais, plus jamais. N'est-ce pas surtout dans ce but qu'est née l'Organisation des Nations Unies contre la guerre et pour la paix? Écoutez les paroles lucides d'un grand disparu, John Kennedy, qui proclamait il y a 4 ans: l'humanité devra mettre fin à la guerre, ou c'est la guerre qui mettra fin à l'humanité. Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre. C'est la paix qui doit garder le destin des peuples et de toute l'humanité. C'est dans l'écho de ces ardentes paroles que Paul VI se rendait ensuite au Yankee Stadium. Là, devant 90 000 fidèles rassemblés, longuement acclamés, le pape célébrait la messe et donnait la communion à des enfants qui représentaient symboliquement les races des 5 continents. Paul VI, en leur apportant la caution de son autorité spirituelle, a engagé les Nations Unies à penser d'une manière nouvelle l'homme et la civilisation moderne. C'est une visite d'information essentiellement technique que M. Pompidou a consacrée au département des Ardennes. Visite détaillée qui devait se prolonger par une séance de travail à la préfecture où parlementaires, édiles et syndicalistes lui ont exposé leurs problèmes et leurs espoirs. Gageons que le Premier ministre se souviendra d'un sourire, celui des jeunes filles de la toute nouvelle école normale d'institutrices de Charleville. Tandis qu'à Paris, le directeur du Centre national de la cinématographie, M. André Holot, remettait les diplômes du Grand Prix technique du Festival de Cannes. La Chine populaire et la Hongrie se partagent avec la France, représentée par le film d'Albert Lamoris, Fifi la Plume, ces distinctions attribuées en fonction de qualités techniques exceptionnelles. Nouveauté pour le prochain salon de l'auto, notamment sur les modèles 66 présentés par Simca. Frein à disque sur les roues avant de la 1300, banquette arrière rabattable sur la 1000, offrant un important espace supplémentaire. Mais c'est surtout la suppression de la pédale d'embrayage qui constitue l'événement. 2 positions courantes, route ou ville-montagne sur la 1000 à transmission semi-automatique. Une seule position de marche sur la 1500 à boîte entièrement automatique. Un sélecteur permet de choisir marche avant, point mort, marche arrière, parking. L'automatisme qui permet sur route les performances habituelles
sera sans aucun doute apprécié dans la circulation urbaine, où l'on calcule que 3 heures de conduite correspondent à 1500 débrayages, soit à la dépense d'énergie que représente l'ascension à pied de la Tour Eiffel. Face aux Soviétiques à Colombes, les athlètes français ont rempli leur contrat malgré les 28 points d'écart en faveur des Russes. Il n'est qu'à laisser parler les chiffres. 1 400 000 athlètes en Union soviétique, 60 000 en France. Dans ces conditions, le handicap était insurmontable. C'est Duriez, l'homme aux lunettes, qui a donné le ton aux 110 mètres haies. Le public français, très nombreux à Colombes, commence à mordre à la beauté de ce spectacle. Aux 100 mètres, Piquemal à gauche décramponne tout le monde. Le 5000 mètres, c'est un test pour le dieu du stade Michel Jazy, dont certains affirment qu'il est sur son déclin, mais Jazy et l'inusable Michel Bernard trottinent avec aisance comme à l'entraînement. Sur un stade comme au Music Hall, le spectacle est partout. On oublie Jazy pour l'autre dieu du stade, le soviétique Valéry Brumel. Avec la perche, on a l'impression qu'Hervé Dancos monte vers le ciel. Il ne montera que sur la seconde marche du podium devant le soviétique Feld. Les 4,80 m de Dancos, c'est tout de même moins bien que les 4,90 m de Bliznetsov. En 3 bonds de chaque, Kadour a rappelé aux Soviétiques qu'ils ne sont pas imbattables au triple saut. Il s'est intercalé entre Kravchenko et Zolotariev, 16,14 m. Et pendant ce temps, Jazy rappelle à la foule de Colombes qu'il est resté un super champion, ce dont les Soviétiques n'ont jamais douté. Jazy a été une nouvelle fois irrésistible sur 5000 mètres. Il est toujours l'idole du public français et il le mérite bien. À Versailles, une jeune femme d'aujourd'hui pourrait, si les miroirs avaient de la mémoire, retrouver l'image d'une marquise du grand siècle à 300 ans de distance. 300 ans, ce qui sépare la Galerie des Glaces de l'aéroport d'Orly. De la façade scintillante et toute neuve des buildings du Maine Montparnasse et de la maison de la radio. 300 ans, ce qui sépare la signature par Louis XIV des lettres patentes créant la Manufacture royale des glaces de la compagnie actuelle de Saint-Gobain. Ce qui sépare les premiers ateliers de 1665 des modernes usines de 1965. En 3 siècles, la vocation verrière de Saint-Gobain s'est étendue à toute l'Europe, en même temps que le groupe abordait d'autres domaines, passant de la production de la fibre de verre à l'industrie de la cellulose et du papier, de l'industrie pétrolière à ce que l'on appelle l'engineering nucléaire. À une telle entreprise, une des plus importantes de France sans doute, qui participe aux techniques les plus avancées, que ce soit le procédé français de télévision en couleur ou le laser à gaz avec ses applications les plus stupéfiantes, il fallait la taille du Palais des Sports pour célébrer aujourd'hui ce tricentenaire. En 300 ans, Saint-Gobain est devenu un groupe à l'échelle mondiale, capable de faire face aux nouvelles conditions d'une économie d'échange de plus en plus ouverte. Sur le plan verrier, sa vocation originelle, il occupe probablement à l'heure de l'électronique et de l'automatisme la première place en Europe. Et si le verre plat est devenu actuellement un phénomène économique, Saint-Gobain n'y est pas étranger. C'est en 1932 que le procédé de coulée continue a été mis au point à la glacerie de Chantereine. La possibilité d'obtenir ainsi d'immenses surfaces a permis au verre, inaltérable, résistant, isolant, d'espérer un avenir prestigieux dans la construction.
Sous nos yeux se développe une architecture qui apparaît, dans ses réalisations les plus spectaculaires, comme le véritable symbole de notre temps, une architecture de lumière.